Si j'avais su que cette halte serait le dernier endroit où je me sentirais moi-même, je serais passé, même avec un réservoir vide, même sous la menace d'une panne d'essence au milieu de la nuit. Mais je me suis arrêté, j'ai coupé le moteur, je suis sorti de la voiture et j'ai fait le premier pas dans l'obscurité sans même savoir que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Parce que la personne qui est sortie de cette station-service n'était plus moi. L'autoroute de nuit s'étendait devant moi comme un interminable couloir noir traversant le paysage désertique, et la seule chose qui brisait cette illusion de solitude était la faible lumière jaunâtre qui scintillait devant moi, promettant un bref répit sur une route qui semblait ne pas avoir de début ni de fin. J'étais tellement épuisé que mes doigts tenaient à peine le volant et que mes paupières étaient traîtreusement lourdes, m'obligeant à cligner des yeux encore et encore, essayant de ne pas laisser l'obscurité consumer ma conscience. Ce voyage, que j'avais prévu comme un simple retour à la maison après une série interminable de réunions et de négociations commerciales, s'était transformé en une sorte de punition car la route avait duré plus longtemps que dans mes souvenirs et la sensation de fatigue avait déjà dépassé la limite de l'épuisement normal pour se transformer en quelque chose comme une fièvre qui me transperçait de l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord, mais les aiguilles en avaient pas bougé, ce qui semblait être une plaisanterie de mon cerveau fatigué, car elles indiquaient la même chose une demi-heure plus tôt. J'ai regardé au loin jusqu'à ce que la silhouette d'une petite station-service se précise. Et j'ai ressenti un vague soulagement mêlé à un inexplicable sentiment d'anxiété qui m'a fait hésiter à m'arrêter. Mais le bon sens l'a emporté et j'ai tourné doucement vers la sortie, permettant à la voiture de ralentir et de se rapprocher du bâtiment, au-dessus duquel clignotait à peine une vieille enseigne au néon, dont certaines lettres étaient effacées depuis longtemps. Lorsque j'ai coupé le moteur, j'ai été enveloppé dans un silence artificiel qui semblait trop épais pour un espace aussi ouvert, comme si le son autour de moi était absorbé par un rideau invisible. La lumière de la station-service était faible, trop jaune et froide, comme si les lampes étaient sur le point de s'éteindre, et le seul signe de vie était la petite caisse enregistreuse, où à travers la vitre sale je pouvais voir une silhouette féminine assise immobile sur une chaise, ne montrant aucun intérêt pour mon arrivée. J'ai appuyé sur la poignée de la porte et j'ai senti mon estomac se serrer légèrement, même si, à première vue, il n'y avait rien de menaçant. Juste une station-service, une nuit calme et un parking vide. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans l'air, quelque chose qui me donnait l'impression non pas d'être un voyageur tombé par hasard sur une boutique au bord de la route, mais d'être entré dans un endroit qui n'aurait pas dû faire partie du monde ordinaire. Lorsque j'ai ouvert la portière de la voiture, j'ai été immédiatement enveloppé par le froid nocturne, qui semblait trop vif pour cette période de l'année, comme si je ne venais pas de sortir de l'intérieur chaud de la voiture, mais que j'avais franchi une ligne invisible séparant le monde ordinaire de quelque chose d'autre, de pas tout à fait normal, de pas tout à fait humain. L'asphalte sous mes pieds était frais, même à travers la semelle de mes bottes, et le silence qui m'avait semblé étrange il y a quelques minutes prenait maintenant une forme presque physique. Je n'entendais rien d'autre que ma propre respiration et le bruit à peine audible des vieux lampadaires qui scintillaient comme des étoiles vieillissantes au-dessus de ma tête. Je fis quelques pas vers l'entrée du magasin et la lumière qui pénétrait à travers le verre terni me parut encore plus pâle et sans vie. Il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont elle projetait des taches jaunâtres sur le sol de la pièce, créant une atmosphère presque hospitalière plutôt que chaleureuse, comme si la station-service n'avait pas eu de clients depuis longtemps, même si les étagères étaient encore pleines de marchandises et que les réfrigérateurs émettaient un bourdonnement régulier, presque imperceptible. J'ai ouvert la porte et l'odeur familière d'huile de moteur mélangée à quelque chose de moisi, presque imperceptible, qui me rappelait du vieux papier ou une cave qui n'avait pas eu d'air frais depuis des années, m'a frappé à l'intérieur. La caissière que j'avais remarquée plus tôt n'a pas levé les yeux. Elle était assise là, figée dans une posture anormalement droite, les mains posées sur le comptoir comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Mais elle ne montrait aucun intérêt pour moi, comme si je n'étais qu'une ombre qui était passée. Je me passais automatiquement la main sur le visage, essayant de me débarrasser de la sensation de tension collante et fis quelques pas vers les frigos à boissons, me forçant à ignorer l'atmosphère sinistre qui me pénétrait lentement comme le froid dans les os. Mais plus je restais, plus les détails commençaient à m'interpeller. Les étagères était garnie de snacks défraîchis. La caisse enregistreuse avait une boîte à pourboires en plastique qui n'avait pas été remplie de pièces depuis longtemps. Et les seuls sons dans la pièce étaient mes propres pas et le ronronnement de l'électricité qui me semblait trop fort dans ce silence grave. Lorsque j'ai pris la bouteille d'eau et que je suis retourné à la caisse, la caissière a enfin bougé, mais elle l'a fait si lentement que j'ai presque reculé. Ses mouvements ressemblaient à ceux d'un mannequin que quelqu'un aurait commencé à contrôler avec des fils invisibles. Ses yeux, dépourvus de toute étincelle, me fixaient et je me suis rendu
rendu compte qu'elle n'était pas seulement silencieuse, mais qu'elle ne clignait pas des yeux. J'ai tendu le billet et sa main s'est levée machinalement, prenant l'argent si lentement que j'ai même remarqué que ses doigts étaient anormalement secs, comme s'ils avaient été exposés au soleil brûlant ou à autre chose pendant trop longtemps. Elle n'a pas dit un mot, s'est contentée de poinçonner le reçu et de rendre la monnaie, et moi, oubliant presque de la remercier, je suis rapidement ressorti, sentant le froid de la nuit m'envelopper à nouveau, mais cette fois il me semblait encore plus agréable que l'air vicié de l'intérieur. J'allais partir, prendre ma voiture et m'en aller sans me retourner, mais quelque chose m'a arrêté. Un sentiment bref et subtil que quelqu'un m'observait, que cette station-service n'était pas seulement un endroit où se reposer, mais un piège dans lequel j'avais déjà mis les pieds. Je devais aller aux toilettes, et j'ai remarqué un panneau indiquant une porte dans le coin le plus éloigné, qui était probablement une arrière-salle ou un entrepôt. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'aurais pas dû y aller. Mais je ne savais pas alors que j'avais déjà fait le premier pas dans l'abîme. Mes pas sonnaient trop fort dans la pièce vide, comme si quelqu'un avait délibérément amplifié chaque son pour qu'il traverse le silence comme une lame de verre. Je passais devant la caisse, où le caissier était toujours assis, immobile, le regard perdu dans le vide, et jetai un coup d'œil dans le couloir sombre qui menait à l'arrière du bâtiment. Une porte portant un panneau usée indiquant Service Room était entrouverte, et au-delà, je pouvais voir un autre passage qui se perdait dans la pénombre. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là. Peut-être cherchais-je encore les toilettes, ou peut-être qu'une partie de moi avait déjà réalisé que le sentiment d'anxiété n'était pas infondé, et qu'il fallait que je découvre ce qui n'allait pas. Le couloir était étroit, trop étroit pour que je m'y sente à l'aise, et il semblait beaucoup plus long qu'il n'aurait dû l'être compte tenu de la taille du bâtiment vu de l'extérieur. J'ai senti quelque chose, pas une odeur âcre, pas immédiatement reconnaissable, mais quelque chose m'a serré l'estomac. C'était un mélange de vieille humidité, de moisissure et de quelque chose d'autre, métallique, épais, quelque chose qui n'aurait jamais dû apparaître dans un magasin normal. Au bout du couloir, une porte menait à une salle de stockage. Contrairement au magasin lui-même, elle était encore plus sombre, avec une seule vieille lampe vacillant au plafond, jetant une faible lumière sur les étagères métalliques empilées de boîtes, dont certaines avaient éclaté, éparpillant des marchandises à moitié pourries sur le sol. Et puis j'ai vu le congélateur. Il se tenait contre le mur du fond, grand industriel, avec une lourde porte métallique légèrement entrouverte, d'où s'échappait une faible lumière bleutée en une mince bande. Et je l'ai senti, la même vague de froid désagréable qui m'avait enveloppé lorsque je suis sorti de la voiture, mais maintenant elle était plus vive, plus aiguë, plus perçante, comme un vent du désert qui frappait soudainement ma poitrine. Quelque chose, au fond de moi, criait que je ne devais pas y aller, que ce n'était pas ma place, mon temps, mon histoire, mais mon corps avait déjà fait un pas en avant. Ma main touchait le métal de la porte qui semblait étonnamment chaud, comme si quelque chose à l'intérieur de la cellule dégageait de la chaleur plutôt que du froid. J'ai ouvert la porte avec des doigts tremblants. Un cadavre. Il était assis, le dos contre le mur glacé, courbé dans une position peu naturelle, comme s'il avait été jeté là comme une charge indésirable. La peau était pâle, mais pas cyanosée comme celle des corps congelés, mais plutôt presque grise, comme un parchemin desséché par le temps. Les yeux était ouvert. Je me suis figé, incapable de détourner le regard alors que mon esprit essayait d'accepter le fait qu'il ne s'agissait pas d'un homme quelconque mort de froid ici. Non, ce cadavre était là depuis trop longtemps, mais il ne se décomposait pas. C'est alors que j'ai vu la bouche. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes et quelque chose de sombre s'écoulait de la commissure de ses lèvres comme s'il y avait autrefois coulé un liquide qui avait depuis longtemps séché, formant des traînées noires. Ses doigts étaient recroquevillés, ses ongles cassés comme s'il essayait de se libérer en griffant les parois métalliques de la cellule. J'ai senti que quelque chose commençait à me serrer la poitrine, j'ai eu le souffle coupé et j'ai reculé d'un pas lorsque mes yeux ont enfin remarqué un autre détail, sa poitrine. Elle se soulevait et s'abaissait, le cadavre respirait. J'ai senti les poils de ma nuque se dresser et mon estomac remonter à la gorge alors que mon cerveau donnait enfin l'ordre de courir. J'ai couru en arrière, arrachant ma main au froid, mais quand je me suis retourné, quelque chose avait changé. Le couloir avait disparu. Il n'y avait plus qu'un mur vide derrière moi. Je ne me souviens pas exactement de la façon dont j'ai crié. Je ne me souviens pas de la façon dont le son s'est échappé de ma gorge. Mais l'instant d'après, la lumière au-dessus de ma tête a tremblé, a fait un grésillement sourd et s'est éteinte. Je me suis retrouvé dans l'obscurité totale. L'obscurité était totale. Je ne pouvais même pas voir mes propres mains. Je ne pouvais pas distinguer les limites des murs qui m'entouraient. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire, c'était ce que j'entendais. La respiration, profonde, lente, poisseuse, comme si l'air passait à travers de vieux poumons desséchés qui essayaient encore de fonctionner malgré la mort. Cela venait de très près. J'ai reculé, tâtant frénétiquement de mes mains le métal froid des étagères, mon esprit essayant désespérément de trouver un moyen logique de sortir de ce cauchemar. Cela ne pouvait pas être réel. Je me suis endormi au volant, je délire de fatigue, ma respiration est devenue plus profonde. Je me suis précipité vers l'avant, me heurtant à quelque chose de solide. Un mur, une étagère, ou peut-être même le congélateur que je venais de quitter. Mon cœur
cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans toute la pièce. Et puis quelque chose a touché mon épaule. J'ai crié, j'ai reculé, faisant tomber quelque chose par terre, et j'ai commencé à chercher frénétiquement mon téléphone dans ma poche. Les doigts tremblants, j'ai appuyé sur le bouton de verrouillage, le flash de l'écran n'a éclairé la pièce qu'un instant, mais cela a suffi pour que je le voie. Le corps n'était plus dans le congélateur, il se tenait au centre de l'entrepôt. Sa tête était penchée, ses orbites vides me regardaient droit dans les yeux. J'ai couru dans l'obscurité, sans savoir où j'allais, sans comprendre ce qu'il y avait devant moi, comme un animal acculé, jusqu'à ce que, soudain, je sente à nouveau des doigts toucher ma peau. Les lumières se sont alors rallumées. Je me trouvais au milieu du magasin, tout était comme avant. La caisse enregistreuse, les étagères, les frigos avec les boissons. Derrière moi, il y avait un couloir vide. La porte de l'entrepôt était entrouverte, mais ce n'était plus qu'une salle de stockage avec des cartons. Aucune trace de congélateur, pas un seul corps. Je suis resté là, respirant difficilement, sentant la sueur couler le long de mon dos et je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. S'agissait-il d'un rêve, d'une hallucination? La caissière n'était plus derrière le comptoir. J'étais seul. Et puis j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang. La porte arrière du magasin, celle qui menait à la sortie de derrière, grinça comme si quelqu'un venait de sortir dans la nuit. Et je n'étais plus seul. Je me suis figé, essayant de me convaincre que je n'avais pas entendu le son, que le vieux bâtiment s'était simplement affaissé sous son propre poids, que le vent avait déplacé la porte, que tout ce qui m'était arrivé cette nuit-là n'était que la conséquence d'un surmenage. Mais je l'ai entendu à nouveau, le grincement. La porte arrière de la boutique s'ouvrit lentement et un silence anormal s'échappa de l'obscurité derrière elle, semblant plus épais que l'air de la nuit. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer, et je sentis mes doigts se recroqueviller en un point, comme si cela pouvait m'aider à me défendre contre ce qui attendait derrière la porte. Des pas, silencieux, presque inaudibles, mais ils étaient beaux là. Je reculais d'un pas hésitant, gardant les yeux sur les ténèbres qui tourbillonnaient dans le passage, mais mes jambes tremblèrent soudain lorsque j'aperçus une silhouette. Il se tenait là, dans l'ombre, immobile, comme s'il n'avait pas décidé d'avancer. Et puis j'ai compris, c'était lui, celui que j'avais vu dans le congélateur. Sa tête était légèrement penchée sur le côté, ses yeux vides n'avaient rien d'humain, et bien que ses lèvres soient restées immobiles, j'ai entendu un son qui a rendu mon corps mou, un murmure. Il n'a pas prononcé les mots, mais j'ai quand même entendu sa voix. Le froid m'envahit, paralysant chacun de mes muscles, et mes jambes refusèrent d'obéir, me laissant sans défense face à ce cauchemar qui avait surgi des ténèbres, puis il s'avança. J'ai vu sa main se lever, et alors qu'elle s'avançait dans la lumière, j'ai enfin vu le pire. C'était mon visage, mon propre visage, tordu, hagard, pâle, mais toujours le mien. Et puis tout est redevenu noir. L'obscurité me recouvrait comme une couverture qui m'étouffait, me forçant à me perdre dans ma propre horreur jusqu'à ce que les aiguilles froides de la peur pénètrent dans mon cerveau. Je ne savais plus si je me tenais debout ou si je tombais, si j'étais encore en vie, car le sens du temps et de l'espace s'était dissous, ne laissant que le vide dans lequel je me noyais à présent. Puis tout a changé. Soudain, la lumière a traversé l'obscurité, m'aveuglant, me forçant à reculer, mais mes jambes n'ont pas bougé, comme si elles étaient soudées au sol. Il n'y avait rien devant moi, aucune créature, aucun magasin, aucune station-service, juste une autoroute vide qui s'étendait sous un ciel sombre, et ma voiture était juste devant moi, la porte ouverte, comme si je ne l'avais jamais quittée. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais tout ce que je voyais, c'était une nuit sans fin, sans aucun signe de vie à part moi-même. J'ai fait un pas hésitant vers la voiture, puis un autre, jusqu'à ce que je sente mes doigts toucher le métal froid de la portière, qui était ouverte comme si elle m'attendait. Mon téléphone était posé sur le siège, l'écran brillait et affichait quelque chose qui me fit frémir. L'horloge indiquait exactement midi. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais regardé l'heure, mais ça ne pouvait pas être maintenant, parce que le temps ne s'arrête pas, le temps bouge, mais le mien semblait s'être arrêté avec moi. Je me suis glissé dans le siège, j'ai saisi le volant et j'ai senti mon estomac se serrer, comme si quelque chose en moi refusait d'accepter la réalité de ce qui s'était passé. Le moteur a démarré du premier coup. J'ai regardé dans le rétroviseur, mais il n'y avait plus de station-service. Seulement une autoroute vide, perdue dans l'obscurité de la nuit. Je devais partir. J'ai appuyé sur l'accélérateur, laissant cet endroit derrière moi, mais avant que la route ne m'engloutisse définitivement, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur latéral et j'ai senti les doigts glacés de la peur se resserrer autour de mon cou. Mes yeux dans le miroir n'ont pas scié et j'ai réalisé que la personne qui était montée dans la voiture n'était plus moi. Je roulais dans la nuit, sentant le caoutchouc des pneus frotter contre la surface lisse de l'autoroute, les phares perçant l'obscurité qui semblait s'épaissir de minute en minute, comme si elle essayait de m'engloutir en même temps que la voiture. Mon cœur battait toujours à toute vitesse, et mes doigts agrippèrent le volant si fort que mes jointures étaient blanches, même si je n'étais pas sûr que ce soit encore mes doigts. Il fallait que je sorte d'ici. La route était déserte, pas une seule voiture en sens inverse, pas un seul signe de vie, juste un chemin sans fin qui se fondait dans l'obscurité, et le sentiment insupportable que quelque
quelque chose était assis derrière moi, quelque chose qui me regardait, m'observait, attendait. Je ne me retourne pas. Mes propres yeux dans le miroir me semblent étrangers. Le regard est trop profond, trop vide, trop immobile. J'essaie de me rappeler le moment où j'ai quitté la station-service, le moment où je suis monté dans la voiture, le moment où j'ai tourné la clé dans le contact, mais ma mémoire s'effrite comme du sable entre mes doigts, ne laissant que des fragments d'images qui ne forment plus une image cohérente. Suis-je vraiment parti de là? Où cela se passe-t-il encore? Quelque chose craque dans la radio, comme si les ondes ne parvenaient pas à capter le signal, et je me saisis automatiquement de l'appareil, tournant les réglages, espérant entendre au moins quelque chose qui confirmerait mon existence dans ce monde. Et puis une voix, un murmure, calme, presque doux, qui traverse les parasites. Tu es resté là. Je freine brusquement et la voiture s'arrête, glissant sur la route, les pneus crissant et les phares arrachant l'autoroute vide à l'obscurité, s'étirant dans l'éternité. Je respire profondément. Je me regarde dans le rétroviseur. Et pour la première fois depuis tout ce temps, mon reflet cligne des yeux. Mais je n'ai pas cligné des yeux. Je ne suis pas assis derrière le volant, je suis debout, sur le bord de la route. Je me regarde et je souris. Si vous avez aimé cette histoire effrayante, ne vous arrêtez pas là. Je vous recommande de regarder ma précédente vidéo sur la forêt dense ou celle sur l'église abandonnée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires effrayantes. Mais n'oubliez pas, il y a des histoires qu'il vaut mieux ne jamais entendre.